Bonsoir les amis, chose promise, chose due, nous allons faire un petit peu de bash ensemble. En préambule, quelques éléments de contexte. Je travaille actuellement sur un produit qui s'appelle StackX qui est, pour simplifier, une pile lampe full managée semi-autonome. Semi-autonome parce qu'il y a trois niveaux d'intervention. Il y a d'un côté des sysadmins qui peuvent être soit des internes, soit des prestataires et qui vont intervenir de manière legacy pour effectuer des opérations de maintenance corrective, des opérations de maintenance préventive ou des actions demandées par les clients. Ensuite, il y a un deuxième niveau où des opérations sont effectuées de manière complètement automatique par des algorithmes conditionnels. Et donc, si un certain nombre de conditions sont remplies ou ne sont pas remplies, eh bien des actions vont être déclenchées ou l'exécution de notre script. Un troisième niveau qui, lui, est basé sur des LLM fine-tunés spécifiquement pour StackX, qui vont produire, là encore, des actions, mais ces actions vont être validées par des humains. Simplement parce que... Alors c'est vrai que les humains peuvent halluciner aussi, mais le pourcentage de risque qu'on ait à la fois une hallucination d'un LLM et l'hallucination d'un sysadmin en même temps concordance est un peu plus faible. Un autre élément à prendre en compte sur l'écriture des scripts. Donc actuellement, StackX, c'est un produit que j'écris moi, et y compris les outils qui sont utilisés dans le cadre de son exploitation. Là encore, il y a trois niveaux différents. Il y a le niveau MCP, Master Control Program, sont des scripts qui n'ont pas vocation à être distribués même en interne, que je peux avoir écrit pour des cas spécifiques ou que je considère qui ne sont pas utilisables de manière industrielle par des équipes en suivant juste des process, tout ça, et donc ils ne sont pas distribués. Il n'y a que moi qui potentiellement peux les utiliser pour des cas particuliers ou dans le cadre de tests de développement. Il y a un deuxième niveau, c'est dans le cadre de ce deuxième niveau qu'on va écrire le petit script concernant la génération de certificats Let's Encrypt ce soir. Ça concerne le personnel, donc en fait les prestataires également et les sysadmins qui peuvent être internes. Mais ça concerne aussi l'utilisation par les algorithmes conditionnels de manière automatique. C'est sur le même niveau chez nous. Et après, il y a un troisième niveau qui est la délégation d'outils directement au client, qui là va encore aller plus loin en termes de filtrage, en termes d'encadrement pour être certain à 100% que le client ne fasse pas n'importe quoi. Exemple, si demain on donne le contrôle d'un firewall au client, bien là où je ne vais pas avoir besoin pour un sysadmin de obligatoirement filtrer les serveurs DNS, notre propre bastion ou l'adresse du réseau internet, c'est assez peu probable qu'ils se mettent à essayer de blacklister ça. Pour un client, c'est différent, j'ai déjà vu les cas avant, et donc il ne faudrait pas que le client puisse blacklister par mégarde les serveurs DNS utilisés par la machine, nos IP, de nos bastions qui servent à administrer les machines, ou des machines de monitoring ou de process, voire tout Internet avec un 0000/0. Bref, ça demande un meilleur contrôle plus complet des entrées, des sorties et du process de fonctionnement interne. Pareil, il faut faire beaucoup plus attention en termes de sécurité, qu'on ne puisse pas injecter du code ou des choses comme ça, alors que sur un outil interne, c'est relativement peu important. Ceci étant dit, place à la pratique. En préambule, j'ai créé des entrées DNS yt1.christophe-casaligno.com et yt2, 3 et 4 avec différents types de réponses. Là aussi, ça va me permettre de vous poser du préambule actuel, pourquoi le besoin et comment on va y répondre. Donc si je réponds, si j'utilise ces commandes sur les 4 entrées que j'ai rentrées, on a à chaque fois un résultat différent. Dans le premier cas, on a une IP. Dans le deuxième cas, on a deux IP, 4. Dans le troisième cas, on a une IPv4, une IPv6. Et dans le dernier cas, uniquement un IPv4. Aujourd'hui, comment se passe la génération de certificats SSL Let's Encrypt? Ils sont générés à la demande par les équipes. Donc les clients ouvrent des tickets et disent par exemple, je voudrais, merci de générer un certificat SSL pour telle et telle entrée.
Donc le ticket capturé est traité. Comment se passe ce traitement? Lorsque la demande est envoyée, alors le client est censé avoir vérifié à l'avance que les noms de domaine, le pointage était bon, tout ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc quand ce n'est pas le cas, théoriquement, quand il reçoit les entrées, il est censé faire une vérification et voir s'il y a bien la correspondance. Pour voir la correspondance, il faut qu'il aille voir l'IP de la machine. Alors là, c'est une machine SEM, j'ai pris ma machine perso où j'ai mon blog, mais ça peut être une machine avec une prod, un PRA, et dans ce cas-là, on va avoir une IP failover, et donc c'est sur l'IP failover que doit être fait le pointage, etc. Donc ça pose pas de souci parce que lors de l'installation et du déploiement, ben, le script sera automatiquement provisionné ou viendra chercher la bonne variable au bon endroit. Mais actuellement, il n'existe pas. Donc le sysadmin doit aller faire cette vérification, puis comparer les résultats. Le risque d'erreur humaine est pas neutre, c'est un peu fastidieux. Et en plus, si des erreurs sont multipliées, s'il y a plusieurs demandes qui se croisent pour le même domaine qui sont traitées par des sysadmins différents, on peut se retrouver dans la situation d'un blocage temporaire de génération de certificats Let's Encrypt. Alors, il y a des petites arnaques pour les bypasser, comme inverser le domaine et son alias ou des choses comme ça. Mais ça peut poser des problèmes de blacklistage qui peuvent être vraiment embêtants si ça tombe au mauvais moment. Donc, ce que j'ai décidé, c'est d'écrire un script très très simple qui va avoir pour but de simplifier tout ça. Mais d'abord, il faut que je vous montre comment on génère le certificat Let's Encrypt. Ce certificat, nous, on utilise une commande Python qui s'appelle certbot, qui sert à générer ces certificats. Donc, si par exemple, on veut générer un certificat pour YT2, alors je vais vous expliquer les options petit à petit. "-n", c'est pour dire qu'on veut que ce soit en mode non interactif. On ne souhaite pas que certbot nous pose des questions. Donc c'est particulièrement adapté sur l'utilisation d'un script automatique sur lequel vous pouvez pouvoir lancer plusieurs générations de certificats. Par exemple, récemment, j'ai migré un client courant du mois de septembre qui avait plus de 1800 domaines. Donc il faut générer 1800 certificats SSL. Dans ce cas-là, ça ne peut pas le faire en interactif. Ensuite, il faut accepter les conditions d'utilisation. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne les acceptez pas, vous ne pouvez pas générer de certificat. Ensuite, il y a une variable que vous pouvez renseigner qui est email. Alors, cette adresse email que vous allez mettre, alors moi, c'est une adresse email, enfin, nous, c'est une adresse email interne générale qui est reçue par l'ensemble après du support. Ça va permettre de recevoir des alertes concernant le certificat, par exemple, s'il n'a pas pu se renouveler, s'il y a une erreur, des choses comme ça, ou s'il a expiré. Donc ici, je vais mettre pour l'instant mon email perso. Ensuite, il y a l'installeur. Alors, c'est une pile LAMP. Donc, qui dit LAMP dit Apache. Linux Apache, c'est le numéro 2. J'utilise l'installeur Apache. L'installeur Apache, c'est un plugin de certbot qui va permettre automatiquement d'aller configurer le VHOST correspondant pour Apache sans rien avoir effectué de notre côté. C'est pas dit qu'un jour je le remplace pas par une fabrication maison du VHOST avec différents paramètres qui peuvent servir à des cas spécifiques. Mais pour l'instant, en tout cas, comme c'est la méthode qui est utilisée, sauf exception, je vais la conserver. Ensuite, il y a la méthode, le mode de validation. Donc, le mode de validation qu'on utilise, nous, c'est celui via le web et via webroot. Donc en fait, la commande s'appelle webroot. Et là, théoriquement, vous êtes censé indiquer le document root du vhost correspondant. Alors sur StackX, c'est un peu différent. Il y a un seul webroot qui est systématiquement utilisé uniquement pour Let's Encrypt, qui est /home/Let's Encrypt. Je vais vous montrer après dans la configuration pourquoi et comment. Et enfin, domains. Et là, il y a deux façons de passer. Alors, c'est -domains ou -d, c'est pareil. Donc, s'il n'y en a qu'un, c'est comme ça. S'il y en a plusieurs, soit vous les mettez séparés de cette manière-là, soit vous pouvez juste les séparer avec une virgule. Je fais le plus souvent. Donc, on lance cette commande. Bon, là, elle va échouer vu qu'il n'y a pas ce pointage correspondant. Donc, il va dire que ça ne correspond pas et que test data.com, toto.com, c'est pas sur le serveur.
L'idée, ça va être d'effectuer tous les checks avant pour vérifier qu'on soit bien dans un cadre fonctionnel. C'est-à-dire, on va venir checker le retour de la commande. Alors, moi, je vais le faire avec la commande host parce que c'est celui qui a ma sortie préférée, mais vous pouvez le faire avec nslookup ou avec dig, enfin peu importe, n'importe quelle commande qui vous renvoie l'entrée DNS correspondante. Donc l'idée, c'est de venir injecter le résultat de cette commande dans un tableau, puis de venir parser chacun des domaines du tableau, et puis venir vérifier si l'IP, elle correspond ou elle ne correspond pas. Et s'il y a quelque chose qui ne correspond pas, dire tu ne peux pas générer le certificat SSL, voilà les entrées actuelles, puis il y a qu'à prendre ça, le copier-coller au client pour qu'il corrige, etc. Donc limiter les erreurs humaines, gagner du temps. Alors ça prend déjà relativement peu de temps, c'est vrai aujourd'hui, mais ça commence à ressortir sur le volume de tickets que ça représente une part loin d'être négligeable des demandes actuelles. Alors, ben, on va passer, du coup, on va passer au code, tout simplement. Alors, je ne vais pas me casser la tête, hein, ssl.sh. On commence par notre shebang, c'est du bash, comme l'indiquera le titre de la vidéo. Comme variable à passer à notre script, il n'y en aura qu'une, c'est l'ensemble des noms de domaine concernés. Donc, je vais l'appeler domains et $1 pour dire que c'est la première variable qu'on passe au script. La deuxième chose à faire, c'est déterminer. Alors l'adresse email, elle est fixe, nous dans notre cas, c'est nous qui recevons les alertes. Il peut y avoir des cas particuliers, mais ces cas particuliers, pareil, seront configurés automatiquement lors du déploiement. Donc on peut le mettre en dur dans le fichier de configuration. Potentiellement, ça pourrait être un autre fichier qui est généré sur le serveur et sourcé, mais ça ne change pas le concept du script. Donc ici, pareil, je vais mettre en réalité mon email perso pour l'instant. OK. Ensuite, on a l'adresse IP. Alors l'adresse IP, on va récupérer l'adresse IP de la machine. Ici, c'est la machine ma machine perso hein, de mon blog. On revient éditer et ici, je vais l'appeler juste IP. Et on la rentre. À savoir qu'en fonction des cas, ça peut être, il peut y avoir plusieurs IP sur la machine parce qu'il peut y avoir une IP failover avec de la prod, du PRA, tout ça. Mais ça, pareil, c'est renseigné automatiquement lors du déploiement des scripts après sur les machines. Je vais initialiser un SSL OK à 1. Il y a d'autres méthodes, on peut faire autrement. Moi, j'aime bien faire ça. J'initialise à 1 et puis après, si j'ai quelque chose qui vient mismatch ce qui était prévu, ça vient le passer à 0 et dans ce cas-là, on annule. Si c'est à 0, ben, on quitte. Et puis si c'est à 1, on peut lancer la commande. Mais vous êtes libre. Les méthodes différentes ne manquent pas. L'important, c'est d'arriver au résultat que vous souhaitez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais conserver la syntaxe qu'on utilise dans Certbot, à savoir une liste de domaines séparée par une virgule. Pour ne pas faire de changement, parce qu'on pourrait mettre des espaces, on pourrait mettre autre chose. Pour faire ça, il faut qu'on redéfinisse le séparateur de champs internes dans le tableau pour dire désormais c'est la virgule. Pour ça, on peut utiliser IFS en bash. Donc on lui dit que c'est égal à virgule. Je vais y arriver. Comme ça, ou même comme ça. Puis on va venir lire le tableau. On peut l'appeler doms pour domaine, par exemple. Et ce tableau, du coup, on va y mettre comme valeur ben, le contenu de notre $1. Donc ici, domains. Voilà. Alors. Ensuite, on va faire quoi? On va faire une fonction qui vient check les domaines, puis l'exécution ou une fonction d'exécution. Mais bon, là, il y aura juste une ligne de commande certbot, donc je pense qu'une seule fonction sera suffisante. Donc, function, je vais l'appeler domain check. On va faire dans l'innovation. Je vais avoir besoin de quoi ici? On va avoir besoin de faire une boucle qui va parcourir notre tableau DOMS
pour chacune de ces entrées, on va refaire une boucle qui va venir lancer une commande host et on va rajouter donc une conditionnelle pour venir checker si ça correspond, si le domaine il est validé, pas validé ici. En fonction de comment ça se passe, on positionne notre SSL OK, il ne bouge pas, ou on le positionne à 0. Et si on le positionne à 0, ben dans ce cas-là, il y aura une fin de l'histoire lors de l'exécution. Bon, ben c'est parti. Donc, on va dire for, on peut l'appeler domaine dans domains. In. Du coup, là, on va venir chercher dans notre tableau. Donc, $. Je m'y fais. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas utilisé ce clavier, ça se voit. Arrobase, ça c'est juste la syntaxe pour préciser que c'est qu'on veut récupérer tout le contenu du tableau, toutes les entrées qui sont dans le tableau DOMS. On va mettre entre guillemets, c'est un peu plus propre. Du coup, do. Alors ici, on pourrait par exemple déterminer un IP mismatch found à 0 par défaut et un domaine IP du coup qui va être égal à la commande host qu'on a vu tout à l'heure. Domaine. Alors, il y a une petite nuance qu'il va falloir traiter. Si on fait un host yt1.christophe-casalegno.com, ok, pour récupérer l'IP, par exemple, on pourrait faire un cut-d f4. Voilà, on récupère l'IP. Mais si je viens le faire pour une IPv6, l'emplacement n'est pas le même. Alors là, soit on traite les deux séparément, soit ce qu'on peut faire à la place, c'est utiliser une commande awk. Et donc, au lieu de venir faire notre cut, on pourrait faire un awk et regarder quel est le... Il faut que je le revérifie d'ailleurs. Quel est le point commun? Donc ici, on a quoi? Ici, on a un as IPv6 adresse et ici, on a un as adresse. Et donc, le dernier champ, c'est l'information qu'on veut. Donc, l'adresse IPv4 ici ou IPv6. Donc ça, en toute logique, on peut le faire avec un awk. Donc sur as adresse ou donc c'est même syntaxe qu'avec grep ici adresse. Et après on lui dit viens imprimer le dernier champ. Donc on va lui demander de faire un print nf pour imprimer le dernier champ. Donc c'est accolade. Je vais y arriver. Print nf accolade. Et c'est tout. Normalement, si on fait ça, ok, là on obtient bien notre IPv6. On va tester avec une autre entrée. Là on obtient bien notre IPv4. Et si on fait avec une autre qui a plusieurs entrées, on obtient bien nos deux IPv4 et un mélange des deux. Ok, on est bon. Donc, AOK adresse, on revient sur notre script. Et ici, notre commande de domaine IP, donc host domain, pas de problème. Et ici, on va rajouter un check IP. Donc là, on va faire un écho de la variable domaine IP. Et on va donc y passer notre AWK. Donc, on a dit c'est as adresse. Je vais me le copier. Je me le copie à côté. As adresse IPv6 adresse au print. Ok. Là, on est bon. Donc maintenant, on peut faire notre deuxième boucle. Donc pour nos adresses, par exemple, qui sont dans check IPS. Cette mouse. Du coup, notre check IPS qui est là. Donc, il peut contenir plusieurs IP dans le résultat, lui aussi. Ben, on va venir faire notre conditionnel, savoir si ADDR est différent de l'IP. Si c'est le cas,
eh bien, dans ce cas, on dit il y a un problème. Et s'il y a un problème, eh bien, on break. OK. Deuxième test, du coup, maintenant, si IP mismatch found, cette fois on teste si on est sur 0, dans ce cas-là, on peut dire que le domaine est validé. Donc, on peut le repréciser, mettre le nom domaine validated. OK. Et dans tous les autres cas, de toute façon, on veut refuser si on n'est pas spécifiquement dans le cas où c'est validé. Donc, par contre, on peut donner de l'information, ça permet de la copier-coller directement au client. Alors, le domaine n'est pas validé, non validated, et puis on va lui mettre IP mismatch, par exemple. Et ici, on va lui rajouter en information. On va lui rajouter... comment j'ai appelé l'entrée DNS? Echo, bon, pour l'instant, on va mettre record, on va mettre DNS record directement for $domain, par exemple. Et là, on va rentrer, on va redonner directement notre domaine. C'est domaine avec un seul N. Et IPS. DOMN, IPS. Allez, OK. Avec ça, je pense qu'on est tout bon. On termine notre conditionnel. Et on vient refermer notre boucle. Et enfin, notre fonction. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on a juste à appeler notre fonction, du coup, domain check, et à lui donner en passage notre domains qu'on a déterminé qui était le premier paramètre qu'on passe à notre script. Et en fonction de ça, ben, il ne nous reste plus qu'à venir tester la fameuse variable SSL OK. Et donc ici, on peut mettre ben, si SSL OK est égal à 0. Dans ce cas, ben, on sort. Et sinon, ben, on vient lancer notre commande certbot. Donc certbot-n, on reprend les mêmes paramètres. Agree DOS, email. Donc on a déterminé dans $email. Notre installeur qui est Apache. Notre webroot. Donc qui est /home let's encrypt. Je ne sais plus si je vous ai expliqué pourquoi c'était /home /let's encrypt ou pas. Comme j'ai dû refaire le début de la vidéo parce que j'avais une voix de robot, j'ai un petit doute. Et donc on va y passer la variable domains. Et c'est tout, il n'y a plus qu'à finir. Bon, au cas où je ne l'aurais pas déjà expliqué plus tôt, en fait pour Let's Encrypt, ici on n'indique pas le document root parce que j'utilise en fait dans Apache, etc Apache mode available, mode alias, sur lequel je viens récupérer toutes les requêtes qui sont envoyées vers un point well-know et je les renvoie vers home let's encrypt well-know. Du coup, en fait, ça bouge jamais l'entrée. Alors faites attention à ne pas faire ça, genre d'implémentation dans un environnement mutualisé où c'est le client qui contrôle sa génération de certificats, tout ça. Et dans notre cas, ça permet de bypasser tous les problèmes de htaccess, problèmes de serveur Node.js qui écoute par exemple à la place ou autre, et de générer correctement tous nos certificats. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à attester. Alors, je vais l'appeler SSL tout court. Bon, je reviens après une pause. On en était à tester, je crois. Donc, si je fais un SSL, par exemple, YT2, christophecasaligno.com, ok, ça valide pas, on est bon. Si je fais avec un YT3, on est bon. Si je fais un YT4,
On est tout bon. Et on va en valider un pour de vrai, qui est bon, celui-là. On est bon. Maintenant, il nous reste à tester notre point. C'est une entrée qui n'existe pas. Par exemple, Y1. Et là, on n'est pas bon. Il a validé alors qu'il n'aurait pas dû valider. Donc, pour voir ce qui se passe, on va faire un bash-xv. Et puis je coupe. Alors, domaine IP. Donc, il récupère un command not found. Il vient faire un echo command not found. Il fait un awk là-dessus. En toute logique, du coup, il n'obtient rien parce qu'il n'y a ni le as address ni HIPVT adresse. Et check IP, il nous fait un 0 égale 0 au lieu de venir nous le comparer à l'IP. Ce qu'il fait correctement pour les autres. Donc c'est vrai qu'on ne teste pas spécifiquement si c'est vide. Donc on va voir si on peut résoudre le problème comme ça. Donc ici, on va dire que sur ce test, on pourrait juste faire un -z à DDR. Comme ça. Est-ce que ça résout notre problème? On va voir. Ah, il nous a fait quand même validated. Alors, bash xv. On va voir, qu'est-ce qu'on a? On a check IP. Ok, c'est parce que là, il n'y a pas du tout d'adresse, je pense. Je pense qu'il faut carrément qu'on rajoute un IP mismatch que pour lui. Ça me paraît... genre, on fait un if -z du coup du check IPS. Donc la commande qui vient faire le awk. Et dans ce cas-là, ben on lui met le IP mismatch found 1 et on break et on fit. Même pas besoin de breaker d'ailleurs. Je pense que faire le job comme ça. On va tester. Ah bah c'est tout bon. Apparemment. Ok, sur le not found, on est bon. Sur les autres, on revérifie. On est bon. Yes. Bon. Bah écoutez, bon ça s'est pas exactement déroulé comme prévu, mais on va dire je suis pas dans mes meilleurs moments. Mais si je l'enregistrais pas, je crois que ça allait encore prendre pas mal de temps. Bon, j'espère que vous aurez quand même passé un petit bon moment, en tout cas pour ceux qui aiment le bash. Que ça vous aura appris quelque chose, ou vous aurez trouvé ça intéressant, voire distrayant. Parce que oui, on peut prendre du plaisir à faire du bash. Mais dans tous les cas, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas de liker, partager. Abonnez-vous à mon canal Telegram si vous voulez absolument rien manquer. Les informations seront en description de la vidéo. Et moi, je vous dis ciao et à bientôt. Bye.